Bonjour à tous. Dans une première rencontre, nous nous sommes intéressés à la nature de l'être humain, union de l'âme et du corps. Ensuite, compte tenu des avancées de la médecine, nous nous sommes posé la question de savoir si l'ADN, qui est un programme génétique complet de développement de l'organisme, pouvait remplacer l'âme. Et nous avons compris que l'ADN ne pouvait être principe parce qu'il n'est pas un acte premier. Pour ce troisième rendez-vous, nous allons nous intéresser particulièrement au commencement de la vie et nous poser la question suivante: le fœtus fait-il partie du corps de la femme? Nous comprendrons pourquoi il y a un nouvel être humain dès l'instant où de l'union de l'ovule et du spermatozoïde est engendrée une nouvelle cellule et qu'à cet instant précis commence le processus d'individuation qui fera de ce nouvel être un être unique, à nul autre pareil. Pour répondre à cette question, nous avons rencontré le professeur Emmanuel Sapin, chirurgien pédiatrique au CHU de Dijon, qui enseigne l'embryologie à l'IKW. Bien, je vais vous parler de l'embryon et donc de ce que l'on appelle la morphogenèse, à savoir le début de la formation d'un être humain à partir des premières cellules. Cet embryon qui va apparaître dès la première phase du développement, c'est-à-dire dès la fécondation, est composé d'une part d'un génome qui vient de la mère et d'autre part d'un génome qui vient du père. Comme je pense que chacun le sait, nous sommes formés sur le plan chromosomique de paires, 23 paires de chromosomes. Donc une partie va venir du père et une partie vient de la mère. Cela est lié à la fécondation de ce qu'on appelle l'ovocyte qui est fécondé par le spermatozoïde, chacun apportant la moitié du capital chromosomique, l'un venant donc chacun de ses parents. À partir de ce moment-là, surgit un nouvel être humain qui est nouveau complètement, c'est-à-dire qu'il va se distinguer de tous les autres êtres vivants qui existent sur la Terre, qu'il s'agisse des plantes, qu'il s'agisse des autres espèces vivantes, les animaux ou autres, et même qui est très particulier parce que ce nouvel être humain est distinct aussi des autres êtres humains, car il a un capital génétique qui lui est propre, comme je le disais tout à l'heure, une partie venant du père et une partie venant de la mère. La fécondation aboutit donc à cette nouvelle cellule qui, au départ, en fait, est assez particulière car il y a ce qu'on appelle le noyau, les noyaux de chacune des deux cellules, à savoir l'ovocyte et d'autre part le spermatozoïde, chacun possédant donc la moitié des chromosomes de l'espèce humaine, pour former un nouveau noyau qui sera cette fois-ci donc composé de 23 paires de chromosomes, alors que jusque-là, il n'y avait que la moitié venant de chacun des parents. Ce qui veut dire donc que cet être humain est particulier et un individu tout nouveau. Peut-on parler encore de personne ? Le scientifique lui-même ne peut pas dire qu'il s'agit d'une personne, il ne peut pas non plus dire qu'il ne s'agit pas d'une personne, car ce n'est pas de son registre. Son registre, c'est simplement de dire qu'un nouvel être est apparu, et que cet être, si on l'examine, par exemple, si on le regarde avec un microscope ou autre et qu'on fait son karyotype, c'est-à-dire l'analyse des chromosomes, eh bien, il se distingue de tous les autres êtres humains. Il est une femme, il est un homme, il a tel ou tel caractère que l'on va découvrir au fur et à mesure de son développement. Ça, c'est important à comprendre car parfois il y a des confusions sur ce domaine-là. Ce qui est assez particulier aussi, c'est que la cellule donc, comporte non seulement le noyau, mais elle comporte aussi ce qu'on appelle le cytoplasme. C'est la partie donc, qui entoure le noyau et qui a la particularité d'être uniquement fournie par l'ovocyte, c'est-à-dire donc par ce qui vient de la mère. Ce qui est assez particulier dans l'histoire, c'est que le matériel génétique est à l'intérieur du noyau, mais il est aussi un petit peu à l'intérieur de ce qu'on appelle le cytoplasme. Et donc il y a une action, pourrait-on dire, de ces résidus, pourrait-on dire, de ce qui est dans le cytoplasme, et qui va agir sur le noyau lui-même.
Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire que eh bien, les chromosomes vont s'exprimer. S'exprimer, c'est ce qu'on appelle donc le code génétique qui va être le programme du développement de l'individu et qui est donc tout à fait particulier, qui est propre à cet individu. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pensait qu'il était le seul responsable du développement de l'embryon. La raison pour laquelle il y a eu beaucoup de recherches justement pour essayer de connaître la carte génétique de chacun des individus. Eh bien, ce code génétique, il est certes très important puisqu'il va être le programme du développement de l'embryon, mais il va être influencé par d'autres facteurs qu'on appelle les facteurs épigénétiques, qui sont des facteurs qui vont jouer sur ce qu'on appelle la lecture du programme. Le programme génétique, c'est un code génétique qui va être utilisé pour être transcrit en protéines. Ces protéines vont progressivement être le développement donc de ce programme. Et bien, ce développement, cette lecture, cette action sur les chromosomes va être effectuée par non seulement le programme, mais également par des faits et par des produits qui sont dans le cytoplasme et qui vont interférer avec le développement lui-même de l'individu. C'est ce qu'on appelle les phénomènes épigénétiques. Donc, en fait, le code génétique est très important, mais il n'est pas le seul pour le développement de ce nouvel être humain. Le développement de ce nouvel être humain est important à comprendre car beaucoup de personnes pensent qu'à partir du moment où il se développe dans la mère, par le fait que l'embryon va se développer après avoir été conçu dans une trompe, il va progressivement descendre jusque dans l'utérus à la fin de la première semaine et avoir ce qu'on appelle la nidation, c'est-à-dire que l'œuf va s'implanter dans l'utérus maternel. Eh bien, cet œuf, ce nouveau zygote, comme on dit, c'est-à-dire ce nouvel individu, ce nouvel embryon, il a son code génétique propre qui est différent de celui de sa mère. Ainsi, l'embryon ne peut pas être considéré comme un organe de la mère. Quand on entend parfois « c'est mon corps », mais non, l'embryon n'est pas du corps de la mère, il est à l'intérieur du corps de la mère, il a absolument besoin d'une façon, c'est plus qu'une nécessité, c'est un absolu qu'il soit à l'intérieur de l'utérus pour pouvoir se nourrir et se développer, et il va s'implanter dans l'utérus. Au départ, l'embryon, il est formé par des cellules qui sont assez pourrait-on dire, proches ou semblables les unes aux autres, comme donc des multiplications de cellules dont on a du mal à reconnaître qu'il s'agit déjà d'un être humain, c'est certain, il peut ressembler à beaucoup d'autres espèces. Et puis progressivement, ces cellules vont se multiplier et vont se distinguer les unes des autres pour former d'une part ce qui va être l'embryon et d'autre part ce qui entoure l'embryon et qui va former le placenta. Ce placenta, il est formé par ce qu'on appelle les cellules du trophoblaste, c'est-à-dire la partie qui est tout autour du bouton embryonnaire lui-même, et qui va être la partie qui va s'implanter dans l'utérus, et qui est le plus proche de l'utérus lui-même, puisque c'est ce qui va progressivement former le placenta. Donc le placenta, lorsqu'on va faire, par exemple, lorsqu'on a besoin de faire une analyse, on va prendre ce qu'on appelle une biopsie du trophoblaste, c'est une prise de matériel pour savoir ce qu'il en est, et ce trophoblaste, donc, qui est le futur placenta, eh bien, ce sont des cellules qui sont issues de l'embryon lui-même. Et elles sont distinctes des cellules provenant de la mère. Elles ont un karyotype, elles ont donc un capital chromosomique qui est pour moitié différent de celui de la mère. Donc c'est un nouvel individu qui est en train de se développer, qui a une sorte d'autonomie par rapport au corps de la mère, puisqu'en fait il a son propre programme de développement. Un exemple particulier pour illustrer cela, c'est que chaque cellule, vous voyez, a son programme. Son programme, ça veut dire qu'il y a une lecture du code génétique qui va aboutir à la formation de protéines. Alors, les protéines, c'est ce qu'on appelle des antigènes. Eh bien, les antigènes, lorsque vous avez un antigène qui n'est pas celui de la personne qui le porte, peut créer des réactions immunitaires, par exemple ce que l'on voit dans les rejets de greffe. Le rejet de greffe, c'est que en fait, le matériel lui-même est considéré comme un étranger et va être attaqué par les propres anticorps de la personne chez laquelle on fait la greffe. Eh bien, cet embryon, comme il a la moitié de son code génétique qui n'est pas celui de sa mère, pourrait être attaqué par les anticorps que présente la mère s'il n'y avait pas la particularité de ce trophoblaste qui est une protection contre ce système immunitaire qui va le défendre. Et donc, on voit déjà que cet être, en fait, il est particulier puisqu'en fait, il est déjà distinct de la mère. Et puis progressivement, il va se développer, prendre ses propres caractères, son développement qui va devenir de plus en plus proche de ce que l'on connaît
pour, entre guillemets, ressembler à l'espèce humaine davantage. C'est ce qu'on appelle la morphogénèse, c'est-à-dire que les cellules vont progressivement se distinguer les unes des autres pour aller former eh bien, le foie, la tête, les membres, les reins, etc. Donc elles vont se distinguer les unes des autres et progressivement donner la forme que l'on connaît aujourd'hui pour être celle d'un embryon, puis d'un fœtus, sachant que ce sont simplement des termes pour désigner des stades de développement, l'embryon étant les 10 premières semaines de développement de l'être humain, puis après l'embryon, il y a le fœtus, puis le fœtus va devenir un nouveau-né à partir de la naissance. Cette naissance, normalement, ce qui s'effectue à 9 mois, mais elle peut se faire bien sûr avant, parfois avec une prématurité, mais qui change en quelque sorte le statut de fœtus à le statut de nouveau-né. C'est simplement la naissance qui va le dire. Ce qu'il faut essayer de comprendre au travers de tout ça, c'est qu'il y a un continuum dans le développement. Il n'y a pas, vous voyez, il y a effectivement des phénomènes qui se sont passés, des événements, l'événement de la fécondation qui est primordial puisque c'est l'apparition du nouvel être humain, mais cet être humain va poursuivre sa vie progressivement et son développement, toujours répondant au même code génétique, avec des influences extérieures, vous avez les facteurs épigénétiques, les facteurs de l'environnement qui sont déjà, ne serait-ce que le premier environnement de l'embryon, c'est la mère, et donc la santé de la mère, ce qu'elle peut manger, etc., tout ce qui va pouvoir permettre un développement qui se fait de façon harmonieuse, pourrait-on dire, ou sinon avec des troubles qui peuvent survenir lorsqu'il y a une pathologie de la maman, dans certains cas. Donc ce développement va se faire progressivement et vous allez avoir progressivement la forme telle qu'on la connaît qui fait que quand on regarde un embryon au début, il ne ressemble pas tellement à un être humain, il ressemble peut-être à pas mal d'autres espèces. Et puis progressivement, même si c'est toujours le même embryon, progressivement l'embryon va devenir plus grand et en même temps va acquérir une forme avec un visage qui apparaîtra mieux, des mains, des pieds, etc. Le fœtus progressivement va apparaître davantage. À partir de 10 semaines, c'est un fœtus. Il ressemble effectivement beaucoup plus déjà à un être humain, mais ce n'est pas que la forme qui fait qu'il s'agit d'un être humain, vous avez compris, puisqu'en fait, dès le départ, il est être humain, il n'est pas autre chose, il ne pourra pas devenir autre chose, il ne peut pas devenir un éléphant, un crocodile ou autre, c'est pas dans sa nature est se développer lui-même de façon relativement autonome, mais dépendante, comme d'ailleurs nous le sommes tous. Si l'on veut bien préciser les choses en parlant uniquement sur le développement et sur le point de vue scientifique de ce développement, il est certain, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut être sensible à la forme. Et c'est normal, tout le monde l'est, y compris moi qui suis plus scientifique. Je suis plus sensible à un petit bébé qu'à un embryon, c'est absolument certain. Donc, on peut avoir un regard qui est un petit peu différent, un peu plus de sensibilité vis-à-vis donc d'un être un petit peu plus développé qui nous ressemble davantage. Mais il ne faut pas s'arrêter à cet aspect pour dire que celui-ci est un être humain et celui-ci n'en est pas un et que c'est simplement un amas de cellules. On entend parfois ce terme d'amas de cellules, en fait, qui correspond certes à, on pourrait dire, à une réduction de ce que l'on voit, mais qui a derrière une idée de dire que finalement, cet être, finalement, il n'est pas si humain que ça, et on ne lui reconnaît pas encore d'humanité, puisqu'en fait, il n'a pas ses capacités. En effet, aujourd'hui, ce qui ressort des discussions et surtout des avis de certains, c'est que l'être humain lui-même doit avoir des capacités, il doit avoir un projet parental, ce qu'on appelle un désir parental, être aimé, surtout être désiré pour avoir une place entière, et ensuite avoir des capacités d'être efficace dans son domaine, être autonome. En fait, effectivement, l'embryon n'est pas autonome sous cet angle-là, mais il a une certaine forme d'autonomie. Son développement se fait de façon totalement différente et de façon, indépendante de la volonté elle-même de la mère. Si son développement inscrit dans son capital chromosomique se fait vers un petit garçon qui sera blond ou une petite fille qui sera rousse ou etc., qui aura des yeux de telle façon, en fait c'est son développement parce que c'est son programme génétique qui est en train de se développer et parce qu'il est inscrit dans son programme génétique. Bien sûr,
Et c'est important, et je crois que c'est assez intéressant aujourd'hui de savoir que le développement d'embryons ne se fera pas, et puis du fœtus, ne se fera pas uniquement sur un programme génétique, mais également par des facteurs qui viennent de ce qui l'entoure. C'est donc ce que l'on appelle l'épigénèse. Et puis ensuite, comme nous tous, au bout d'un moment, après la naissance, eh bien, la façon dont on est reçu, la façon dont on est aimé, la façon dont on va se développer, la façon dont on va être éduqué, tout ça va faire la personne que nous sommes. Mais la personne, ça, vous voyez, ce terme de personne, les scientifiques peuvent dire simplement, eh bien, il y a un être humain, il y a un individu qui est de l'espèce humaine, et qu'est cet individu, on ne peut pas dire qu'il n'était pas présent dès les premières cellules, dès le moment où ces deux moitiés de capital chromosomique sont devenues tout d'un coup cette paire de chromosomes, ces 23 paires de chromosomes qui sont l'espèce humaine, avec donc son développement ultérieur, qui va en faire la personne que l'on connaît ultérieurement, si le développement se fait correctement et de façon satisfaisante.